Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. On parle de Bossuet, une biographie écrite par Joël Schmitt. C'est un livre de 2017 aux éditions Salvator qui aborde la biographie de Jacques-Bénigne Bossuet. C'est un livre qui pèse 290 pages au bas mot et qui retrace un peu la vie du prélat. C'est une pure biographie, donc il n'y a rien de spécial. On va il y a quelques chapitres un peu découpés à droite à gauche. Voilà, on va il y a de la compilation, mais c'est relativement chronologique, et puis ça essaie de se centrer sur les grands moments de la vie de Bossuet. Pourquoi lire ce livre ? Il y a 3 raisons. La première, qui est la principale, c'est que c'est un cadeau. On me l'a offert ce livre, donc évidemment je le lis et je remercie la personne qui me l'a offert. Et donc voilà, je fais une petite vidéo pour 2 autres raisons. Alors, évidemment, la personne qui m'a offert ce livre, elle n'a pas choisi ça au hasard en fermant les yeux dans la bibliothèque de la Fnac ou je ne sais où elle l'a acheté. Il y a évidemment un lien avec les lectures que moi j'ai. Donc Bossuet, c'est un auteur auquel je souhaitais rendre hommage aujourd'hui, un intellectuel catholique prélat auquel je souhaitais rendre hommage aujourd'hui à travers cette vidéo, parce que c'est quelqu'un de très important et de très bon, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné à travers les lectures que j'ai pu faire. Donc c'est pas toujours facile d'accès, c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est très ancré dans son époque, et comme on le verra après, il a fait énormément d'oraisons funèbres qui étaient en fait des espèces de leçons catholiques à travers la mort d'une figure de son époque. Et donc effectivement il fait référence à énormément de choses qui sont très contextuelles, et c'est pas toujours évident quand on n'est pas vraiment très formé et très aguerri sur cette période-là de pouvoir bien comprendre exactement à quoi il fait référence. Cela dit, il a des textes plus généraux qui sont de très très bonne qualité. Et donc on en vient à la 3e raison, qui est la raison pour laquelle je voulais lui rendre hommage, c'est qu'il est totalement dans l'air du temps, Bossuet. On dirait pas comme ça, on se dit bah non, qu'est-ce que tu nous parles ? Mais en fait, si on regarde bien, si vous regardez autour de vous, vous verrez que personne ne connaît ce personnage, ou très très peu de gens, voilà. Des anciens souvent, parce qu'on l'étudie encore à l'école à un moment donné, des anciens, mais très 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 peu connus, Jacques-Bénigne Bossuet. Alors que, on va le voir dans quelques instants, c'est un leader intellectuel, si ce n'est le leader intellectuel français du XVIIe siècle. C'est une des plus grandes figures intellectuelles françaises. C'est une des meilleures plumes, considéré comme le meilleur orateur de son siècle. C'est une véritable élite au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est à la pointe de la pointe de son époque et qui a totalement disparu aujourd'hui, et donc il est entièrement victime de ce qu'on appelle la cancel culture. Et ce qu'on peut dire en corollaire de ça, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo un petit peu aussi aujourd'hui, pas seulement parce que j'aime l'auteur, mais aussi parce que le contexte est assez drôle, c'est que c'est quelqu'un qui a été effacé de la culture française par ceux qui se plaignent aujourd'hui de subir la cancel culture. Donc c'est assez drôle, et on voulait le remettre un petit peu au centre du jeu parce que c'est un personnage qui le mérite, et que j'invite, pour lequel j'invite les auditeurs de cette vidéo à aller voir les œuvres les plus générales, son discours sur l'histoire universelle par exemple, ou son sermon sur la mort, qui sont des textes accessibles, d'aller voir un peu quelle était la teneur du talent. L'auteur de cette biographie, c'est Joël Schmitt, romancier, éditeur et critique littéraire français, né en janvier 1937. Donc c'est quelqu'un qui est né à Paris, plutôt dans le milieu intellectuel protestant. Donc là, c'est assez intéressant, et vous verrez que c'est pas surprenant non plus qu'il y ait des protestants qui s'intéressent à Bossuet. Donc c'est un monsieur qui a écrit énormément de bouquins,
il a beaucoup d'œuvres, de romans, des romans historiques. Hein. Et il est historien de l'Antiquité romaine. Donc il a beaucoup écrit sur Spartacus, Alexandre le Grand, voilà. Il a plein de choses, la Grèce antique. Mais bon, c'est quelqu'un qui s'est aussi intéressé pas mal au christianisme en général et qui donc en 2017, c'est un de ses derniers romans, enfin ses derniers livres, pardon, va se pencher sur la biographie de Jacques Bénigne Bossuet. Si on présente rapidement Jacques Bénigne Bossuet, il est né le 27 septembre 1627 à Dijon. Il est décédé le 12 avril 1704 à Paris. Homme d'église, évêque, prédicateur et écrivain. Ils auraient pu rajouter intellectuel sur la fiche Wikipédia. Hein. Ça revient un petit peu à ce que je disais il y a quelques instants à propos de la cancel culture. C'est quelqu'un donc qui est vraiment au cœur du XVIIe siècle, hein, le grand siècle comme on appelle ça, qui sera né sous Louis XIII mais qui va faire toute sa vie sous Louis XIV. Il vient d'une famille très catholique, hein, avec un historique anti-protestant. Hein, on le rappelle, il y a eu les guerres de religion juste avant, quelques dizaines d'années avant, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quelqu'un qui naît dans une famille qui est marquée par ça et qui est très catholique. Cette famille dont il vient, c'est une famille plutôt de la bonne bourgeoisie, haute bourgeoisie, hein, famille de juristes et de magistrats. Et étant donné qu'ils ont une belle fratrie, hein, je crois qu'ils sont 6 ou 7 en tout, peut-être même plus, je me rappelle plus exactement, mais bon, c'est une belle équipe, hein. Il a 6 frères et sœurs, un truc comme ça, Bossuet. Sa famille le mettra à l'église, parce que ce qui se faisait assez couramment dans ces temps-là, dans les familles bourgeoises, qui avaient plusieurs enfants. Et c'est rien de surprenant, c'est qu'à l'époque, faut se rappeler qu'à ce moment-là, voilà, l'église, elle a un poids politique, elle a un poids économique, elle s'infiltre un peu partout dans la société, elle gère un petit peu, voilà, le roi s'appuie dessus, et notamment sous Louis XIV, en plus, on va revenir un peu à ces choses-là. Et donc, c'était des bonnes places. Donc, voilà, Bossuet, il est issu de cette, on va dire, de cette classe sociale bourgeoise qui va verser dans l'église. Si on doit parler un petit peu de sa mentalité, c'est quelqu'un qui est très travailleur, Bossuet. Hein, dans le livre, c'est très bien décrit, on en parle beaucoup, il va écrire de très très jeune jusqu'à sa mort quasiment, puisque les dernières polémiques qu'il aura avec des pasteurs protestants vont dater de 1702-1703, c'est-à-dire l'année avant qu'il meure, et où il publiera encore des ouvrages expliquant la doctrine catholique, les erreurs des protestants, ce genre de choses. Dès son plus jeune âge, il est reconnu comme un besogneux et quelqu'un d'intellectuellement supérieur à la moyenne, hein, couvert d'éloges par les jésuites, hein, chez qui il est à l'école. Puis après, il rentre au collège de Navarre à Paris, à 15 ans, et là, il va se passionner pour l'Antiquité. Il va tout connaître de tous les auteurs antiques, en particulier Homère et Virgile, sans grande surprise. Il pourra même citer de tête je ne sais pas combien de vers de l'Iliade, de l'Odyssée et tout. Enfin, le mec connaît tout, quoi. C'est un passionné, ce qui n'est pas non plus surprenant pour cette époque-là. Il va apprendre le grec ancien, faire un doctorat en philosophie. Ensuite, avant d'avoir son doctorat en théologie pour devenir prêtre. On nous explique par exemple que pendant une très grande partie de sa vie, c'est quelqu'un qui se levait très tôt le matin, genre à 4h du matin, pour pouvoir travailler ses textes, ses livres et tout ça, et se recoucher à 7h, et puis se relever après pour 8-9h, parce qu'en plus de son activité d'écrivain, il avait également toute son activité de prêtre, entre guillemets, d'évêque normal, c'est-à-dire de gestion du diocèse, et on en parlera après, voilà, il était très impliqué là-dedans aussi, donc c'est vraiment un besogneux, quelqu'un qui a un niveau intellectuel de très très haut niveau, hein, il parle grec, latin, voilà, le français de très très haut niveau, donc c'est quelqu'un qui est vraiment doué intellectuellement et travailleur, hein, ce qui fait vraiment la force, hein, des gens doués, c'est souvent leur capacité de travail supérieure à la moyenne. Donc comme je l'ai dit, en 1671, il est élu à l'Académie française. C'est la même année où il devient le précepteur du dauphin, donc le fils de Louis XIV, qui aurait dû devenir l'héritier, hein. Donc c'est dire si le roi l'admire.
Et c'est quelqu'un qui a une fibre carriériste. Hein, et ça l'a pas, à travers toutes ses interventions publiques, lors de ses sermons et de ses oraisons funèbres, il a toujours su manier le chaud et le froid pour voilà, dire certaines vérités, mais aussi brosser un petit peu dans le sens du poil le roi, par exemple, ou des gens importants, pour voilà, être, on va dire, être authentique tout en étant, enfin critique tout en étant proche de ces gens-là, hein, ce qui lui permettait d'obtenir de meilleurs postes, effectivement, comme devenir le dauphin du roi, le précepteur du dauphin du roi, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Et Bossuet, bon bah voilà, c'est quelqu'un qui a bien gagné sa vie aussi, hein, donc qui n'était pas spécialement matérialiste, mais il n'était pas non plus acheter l'argent par les fenêtres, ni à ne pas s'intéresser à ce que pouvaient lui apporter ses positions. Donc c'était quelqu'un voilà, travailleur et qui appréciait les rétributions de son travail. Si on doit parler de sa catholicité, hein, c'est quelqu'un qui, malgré les honneurs et les places qu'il avait, était très impliqué dans son diocèse, comme je viens de l'évoquer. Hein, donc toujours auprès des autres curés, de la population. Il visite, il discute, il va voir les familles, il résout les problèmes familiaux, de voisinage. Il essaie de dynamiser les relations entre les curés par des réunions d'échange. Il s'occupe des hôpitaux également, c'était à la charge de l'Église aussi à ce moment-là. Et bien sûr, il fait de large aumône auprès des plus pauvres. Je l'ai dit à l'instant, mais malgré une vie à la cour, à éduquer le dauphin, Bossuet, il vit simplement, par exemple. Hein. Donc il est à part, il prend pas part à toutes les intrigues qu'il pouvait y avoir à Versailles et tout ça. Il est concentré sur ses études et sur ses débats sur le protestantisme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui avait l'ambition de monter haut, mais qui, le rapport au matériel était assez, on va dire, distant, malgré tout. D'ailleurs, quand il devient le précepteur du dauphin, il est obligé d'abandonner son poste d'évêque de Condom, ça lui fait perdre une grosse partie de son salaire. Bon, voilà, il dit rien, il accepte sans problème. Donc c'est quelqu'un qui était carriériste, mais qui avait quand même qui appréciait les rétributions, mais qui avait quand même une distance avec tout à fait catholique, hein, qui avait une distance avec le matériel. Si on devait le définir au niveau intellectuel, Bossuet, c'est quelqu'un qui pense que la religion pouvait résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes sociaux ou politiques. Donc on pourrait le qualifier de prêtre social, quoi, aujourd'hui. On pourrait dire ça. Pour illustrer ça, je vais vous donner 2-3 passages qui sont présents dans le livre, que je trouve très très bien. Et on va contextualiser ça, et ça vous permettra de voir un peu le niveau de qualité, hein, de la plume, et de qualité du raisonnement et de l'audace. Donc là, il fait une oraison funèbre de Henri de Gournay. Henri de Gournay, c'est un mec à Metz qui vient d'une famille de blindés, noble et tout. Et en fait, bah, quand il fait l'oraison funèbre de ce mec-là, il en profite pour en placer une pour la noblesse, pour leur dire ouais les mecs, vous exagérez en fait, vous abusez. Voilà. Hein. Bossuet, son message globalement, les inégalités entre pauvreté et richesse, entre nobles et roturiers, ça, c'est un truc qui passera pas trop, hein, qui passera jamais. Donc il attaquera souvent la noblesse, hein, là-dessus, sur ses abus, et notamment sur la différence à la naissance. Et là, c'est un excellent exemple. Donc au départ, il leur explique que tout le monde n'est égaux devant la nature, hein, voilà. Et puis après, il leur fait un petit passage que je vais vous lire, qui correspond à sa manière de leur dire pourquoi et comment ils abusent. Donc là, il se lance dans une espèce d'explication, un sermon d'explication, quoi. C'est une oraison, mais voilà. Voici, mes frères, les inventions par lesquelles ils s'imaginent forcer la nature et se rendre différents des autres, malgré l'égalité qu'elle leur a donnée. Premièrement, pour mettre à couvert la faiblesse commune de la naissance, chacun tâche d'attirer sur elle toute la gloire de ses ancêtres et la rendre plus éclatante par cette lumière empruntée. Ainsi, l'on a trouvé le moyen de distinguer les naissances illustres d'avec les naissances viles et vulgaires, et de mettre une différence infinie entre le sang noble et le roturier, comme s'ils n'avaient pas les mêmes qualités et n'étaient pas composés des mêmes éléments. Et par là, vous voyez déjà la naissance magnifiquement relevée. Dans les progrès de la vie, on se distingue plus aisément par les grands emplois, par les dignités éminentes, par les richesses et par l'abondance. Ainsi, on s'élève et on s'agrandit, et on laisse les autres dans la lie du peuple. Il n'y a donc plus que la mort où l'arrogance humaine est bien empêchée, car c'est là que l'égalité est inévitable. Et encore, que la vanité tâche d'en couvrir la honte par les honneurs de la sépulture, il se voit peu d'hommes assez insensés pour se consoler de la mort par l'espérance d'un superbe tombeau, ou par la magnificence de ses funérailles. Voilà, donc là il leur dit en gros,
Bah, c'est bien beau, hein, mais en fait, vous êtes totalement perchés, les mecs, avec votre truc de naissance, quoi. Je vais vous en lire un deuxième petit extrait, hein, qui a été lu devant le roi, hein, devant Louis XIV, le 23 mars, je sais plus quel, 1666, je pense, hein, où il reprend les arguments de son sermon sur l'honneur. Parce que souvent, Bossuet, c'est ce qu'il faisait, il avait écrit des sermons, et puis après, il les prenait, et il les étayait un peu, il changeait les arguments, pour montrer que, quel que soit le chemin que vous preniez, de toute façon, vous arrivez toujours, de manière implacable, à la même conclusion, hein, et qui est une conclusion qui est en correspondance avec, qui découle, hein, des enseignements catholiques, hein, de la philosophie catholique. Et donc là, il a un petit passage sur la vanité des riches. Voilà. Alors, je vous lis ça, histoire de... ça fait plaisir. Ainsi, l'homme, petit en soi et honteux de sa petitesse, travaille à s'accroître et à se multiplier dans ses titres, dans ses possessions, dans ses vanités. Tant de fois comte, tant de fois seigneur, possesseur de tant de richesses, maître de tant de personnes, ministre de tant de conseils, et ainsi du reste. Toutefois, qu'il se multiplie tant qu'il lui plaira. Il ne faut toujours, pour l'abattre, qu'une seule mort. Mais mes frères, il n'y pense plus, et dans cet accroissement infini que sa vanité s'imagine, il ne s'avise jamais de se mesurer à son cercueil, qui seul néanmoins le mesure au plus juste. Voilà, donc ça, faut dire, il le lit, c'est devant le roi qui dit ça, hein. Roi Soleil. Donc il dit en gros, roi Soleil, ça sert à rien, tu peux faire tes guerres, tes trucs, tes machins, à la fin, de toute manière, t'es en boîte comme tout le monde, et ça change rien, et c'est pas ça qui fera que, c'est pas parce que t'auras fait ceci ou cela et tout, que tu seras quelqu'un de bien devant le Très-Haut. Hein, donc pas mal. Assez audacieux quand même, le gars. Hein, et donc, pour conclure ce passage, on raconte, hein, que sur son lit de mort, à l'agonie, parce qu'en fait, il a été malade de calculs rénaux à la fin, Bossuet, et donc il souffrait beaucoup les derniers mois de sa vie. Et alors bon, c'était une star, hein, ce mec. Hein, faut bien comprendre. Je sais que je l'ai dit au début, hein, mais je sais que ici aujourd'hui, les gens, ils savent même pas qui c'est. Au XVIIe siècle, c'était Michael Jackson, le gars. À côté, les autres, c'était voilà. Lui, il faisait de moonwalk, donc il était en avance sur tout le monde. Et dans ces derniers jours, il y a plein de gens qui venaient prier vers lui, tout ça. Et juste avant voilà, il venait prier pour lui et puis lui demander des bénédictions, quoi, genre lui dire s'il te plaît, bénis-nous ceci, bénis-nous cela, machin, parce que voilà, il était considéré comme... Et apparemment, au bout d'un moment, il leur a dit: ah, ça suffit, hein, cessez ces discours, demandez pour moi à Dieu de me pardonner mes péchés. Voilà, si c'est pas beau. Le mec, il est en train de canner, et ce qu'il demande, c'est... Il est même pas en train de se raccrocher ni rien, il est en train de dire: bon, faut que je baisse la tête, il faut qu'on me pardonne, que je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, tous les péchés que j'ai fait sur cette terre. Si c'est quand même, faut du sacré caractère, hein, le bonhomme. Et donc on va terminer par une citation sur l'essence de la prêche. Voilà. C'est comme ça qu'il voyait comment on doit prêcher. Je pense que ça va bien résumer sa vision de la catholicité pour conclure. Comme c'est à la conscience que parlent les prédicateurs, ils ne doivent rechercher ni les faux brillants, ni des traits de l'esprit, ni une vaine harmonie, mais des éclairs qui percent, un tonnerre qui émeuve, une foudre qui brise les cœurs, et où trouveront-ils ces grandes choses, s'ils ne font luire la vérité et parler Jésus-Christ lui-même. Donc voilà, hein, c'est sûr, hein, le style direct de ces sermons, ça le rend populaire auprès de tout le monde, hein, même auprès du peuple. Hein, il n'hésite pas à rappeler aux nantis, aux nobles, leur devoir catholique, avec un des premiers textes les plus connus, c'est en 1660, avec l'honneur du monde. Et en 1662, il prêche à la cour du roi pour la première fois. Donc là, il lui dit plein de vérités. C'est le sermon sur le mauvais riche. Et ça, c'est un très très bon sermon. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça super. Hein, et voilà, donc Bossuet, évidemment, devant le roi, il y dénonce la misère du peuple et les relations hors mariage du roi. Et il le fait tellement bien et de manière tellement maligne et intelligente que Louis XIV, il apprécie. Et on a vu, hein, que 10 ans après, il demandera à Bossuet d'être le précepteur de son fils, quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'est incroyable. Il y a des moments quand même où évidemment ça va se retourner contre lui, parce qu'avant que ça se passe comme ça, voilà, un jour il va faire un sermon sur le devoir des rois, donc c'est en 1663 si ma mémoire est bonne, et à cette occasion il rappelle
au roi de France, donc à Louis XIV, la soumission qu'il doit avoir envers l'évangile. Et bon, bah là, bon, Louis XIV, il va dire ok, merci, bah, et il attendra 3 ans avant de revenir prêcher à la cour, Bossuet. Donc c'est vrai que sa popularité, elle est internationale. Hein. C'est un mec qui est déjà à l'époque connu, j'allais dire mondialement, même si le monde n'est pas exactement comme aujourd'hui, mais qui est mondialement connu, quoi, qui est vraiment la pointe de l'intellectuel français et mondial. Et tous les écrivains de son siècle le reconnaissent comme un grand esprit. Même ses adversaires les plus âpres, hein. Il y a un nombre, alors je les ai pas notés là, mais il y a un nombre assez impressionnant, on va y venir, de protestants avec qui il a eu des passes d'armes. Et, sa façon de faire, même s'il a toujours été très clair et assez offensif envers eux, il a toujours été aussi de manière super clean. Et donc tout le monde le respectait. Voilà. Il était toujours humble. Et quels que soient les textes qu'il a écrits, même ses oraisons funèbres, qui sont considérés comme ses meilleurs textes, notamment par les historiens, à cause de ces références au contextuel. Hein. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un comme vous, comme moi, quand on prend ces textes-là, c'est pas les plus clairs, c'est pas les plus simples. Mais bon, il était régulièrement sollicité, il écrivait d'ailleurs que dans ce sens-là, sollicité pour les faire. Et voilà, c'est quelqu'un de très populaire, très courageux, populaire auprès des gens d'en haut, populaire auprès des gens d'en bas, en France, à l'étranger. Voilà, donc une pointure, une très grande popularité qui s'appuyait sur cette vision catholique des choses, catholique sociale, très forte, et un talent d'écrivain incroyable. Un des grands combats de la vie de Bossuet, ça va être la défense du catholicisme. Donc il va avoir de nombreuses polémiques, notamment avec les petits, on va dire, c'est le quiétisme et le jansénisme, hein, qui sont des espèces de dérivés du christianisme qui seront condamnés par Bossuet fortement. Je rentre pas dans le détail ici parce que c'est pas le plus intéressant et le plus long, le plus parlant, mais qui seront condamnés avec de nombreux ouvrages, de nombreuses polémiques avec d'autres prêtres qui seront attirés par ces façons de faire. Mais le combat principal de sa vie, on peut le dire, c'est son combat contre le protestantisme. Hein, je l'ai dit, il vient d'une famille anti-protestant fortement marquée. À l'époque, c'était pas quelque chose de spécial. Hein, voilà, il y a eu la guerre pas tellement longtemps avant. Et effectivement, il y avait encore des discussions assez âpres, hein, théologiques, qui aujourd'hui sont un peu passées à l'as, puisque l'œcuménisme est passé par là. Mais à cette époque-là, c'était pas le cas. Et en fait, pour Bossuet, la réforme, c'est vraiment une aberration. Hein. C'est le fruit de la vanité humaine, hein, qui pense pouvoir tout discuter, quoi. C'est-à-dire que cette façon de voir le point de vue, ça remet en cause les vérités divines, entre guillemets. Et donc toute sa vie, il va se battre, hein, pour ramener les ouailles protestantes vers l'Église catholique, mais sans jamais user de persécution ou de violence. Hein. Il aura toujours une attitude bienveillante envers les protestants. D'autant plus que à Meaux, donc, qui est la ville où il sera évêque de Meaux pendant quasiment toute sa vie, elle est connue pour être un foyer ancien de protestants. Et malgré ça, malgré la révocation de l'édit de Nantes, hein, donc c'est en 1684, petit rappel historique, je mettrai une page wiki, mais où Louis XIV, en fait, il interdit la pratique du culte protestant, ce qui avait été permis par Henri IV. Dans son diocèse, on respecte les protestants, on les dénonce pas, et même souvent Bossuet, en fait, il s'invite à leur réunion, il va les voir, les mecs, pour essayer de les retourner, de les convaincre, quoi. Plusieurs, hein, protestants, même des intellectuels, après des échanges avec Bossuet, finiront par se convertir, ou se reconvertir, pour certains d'entre eux, au catholicisme, en reconnaissant la supériorité argumentative qui concerne la théologie. Et enfin, pour illustrer ça, on a en 1671, donc c'était une grande année pour lui, hein, puisque il devient précepteur du Dauphin, il est élu à l'Académie française, et il écrit de l'exposition de l'Église catholique sur les matières de controverse, qui sera un ouvrage qui fera référence et qui sera âprement discuté par les pasteurs protestants, pardon. Hein.
et qui n'arriveront jamais à, on va dire, retourner le livre, quoi, le battre dans l'argumentation. Hein. Et la seule chose qui arrivera à disqualifier le livre, entre guillemets, dans les discussions, c'est le fait qu'il n'a pas été validé par le pape. Pendant 8 ans, ils vont mettre 8 ans à valider le livre, et il faudra le faire traduire en latin. Enfin, ça, c'est les trucs de l'Église en interne. Cela dit, il aura publié un livre qui, on va dire, qui mettra tout le monde d'accord à son époque sur les discussions entre protestants et catholiques. Et il aura, voilà, cette attitude de conversion, donc toujours envers eux, et, sans voilà, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, c'est quelque chose pour lequel il n'a pas été consulté, et c'est quelque chose pour lequel il était pas pour, quoi, clairement. Il n'aurait pas adhéré à cette façon de faire, un peu brutale et violente, qui a été celle de Louis XIV pour s'attaquer à ce problème. Et donc, on peut considérer que c'est quand même, encore une fois, un exemple. Une autre question politique qui sera importante dans la carrière et la vie de Bossuet, c'est la question du gallicanisme. Donc le gallicanisme, pour rappel, c'est une tradition française historique, qui a pris son origine à la fin de l'Empire romain, pendant les invasions barbares. Elle traduit un peu l'esprit d'indépendance français, et en fait c'est issu de la relation donnant-donnant, entre guillemets, entre Clovis, quoi, la couronne de France, et les évêques, et il y a une distance, et qui a fait en sorte qu'il y ait une distance avec le Saint-Siège. Pour rappel, c'est les évêques qui ont poussé le pays à la soumission aux Francs et à Clovis. C'est le clergé, via les universités et les collèges, qui a fourni les élites de France pendant très longtemps. Donc l'Église de France, elle a toujours été très fidèle au roi. Elle avait une part importante, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie sociale sous sa coupe, où les hôpitaux, les écoles, la vie économique, et dans la vie sociale, je parlais des hôpitaux, des écoles, mais aussi les conciliations entre les gens. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'important, et ce gallicanisme, en fait, ça permettait au roi de s'appuyer sur l'Église pour régner, entre guillemets, même pas entre guillemets d'ailleurs, pour régner. Et en fait, je sais plus quand, là, vers 1680, il y a Louis XIV qui tente de faire payer la régale. Donc c'est un impôt, sur les évêchés, voilà. Et donc lorsque Louis XIV il essaie de faire payer la régale aux évêchés du Sud, le pape lui dit ouais bah non et tout, t'as pas le droit, je sais pas quoi, et en fait ça crée une tension, et là il y a un concile qui a lieu en mars 81 que Bossuet ouvre par un discours. Donc c'est pour dire quand même que c'est lui qui ouvrait les conciles quand il y avait un litige avec le pape, donc ça vous donne le niveau du mec. Et il fait un discours sur l'unité de l'Église en tentant de concilier les prérogatives du Saint-Siège et l'esprit gallican, qui était très fort aux évêques de France, en cherchant à démontrer que voilà, les droits des évêques c'est aussi important que ceux du pape pour l'équilibre et l'unité de l'Église. On peut dire que bon, ça n'a pas forcément très très bien fonctionné auprès de l'auditoire sur ce coup-là. Cela dit, à la fin, c'est Bossuet qui sera en charge de rédiger un compte-rendu en 4 points. C'est compte-rendu qui deviendra un édit du roi le 23 mars 1682, dans lequel le gallicanisme sera défini dans ses rapports avec le Saint-Siège, chose qui aura des répercussions pendant très longtemps, largement après la mort de Bossuet, et qui va vraiment instituer l'Église de France comme un cas à part au sein de l'Église. Pour l'auteur, là, pour Joël Schmitt, il dit clairement que cette décision-là, ce compte-rendu-là, c'est la décision principale de Bossuet et de Louis XIV. Donc c'est vraiment un truc qui va marquer le temps très long pour l'Église de France, qui sera après plus jamais considérée exactement comme la plupart des autres églises. Voilà. Et en plus, c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est pas faux. Alors bien sûr, sur le coup, la déclaration, elle n'est pas bien accueillie par le reste des chrétiens, et elle est fortement critiquée par un nombre d'ecclésiastiques, en France et à l'étranger. Il y en a même qui parlent d'hérésie ou de schisme, carrément, donc faut pas exagérer, mais c'est vrai que le gallicanisme, c'était une forme d'indépendance par rapport au Saint-Siège, qui peut être mal vécu quand on a l'unité comme vision totale, et pour universelle, quoi, comme les catholiques. Mais jusqu'à la fin, Bossuet, il restera à défendre le gallicanisme, cette façon de faire indépendante française, donc c'est tout à son honneur, je pense qu'on peut lui reconnaître. On va conclure cette petite vidéo sur Jacques-Hénine Bossuet par une citation du livre, encore une fois, page 281,
hein, qui est une reprise de Chateaubriand dans Le génie du christianisme, qui nous parle de Bossuet. Et voici ce qu'il nous en dit. Que dirons-nous de Bossuet comme orateur? À qui le comparerons-nous? Et quel discours de Cicéron et de Démosthène ne s'éclipse point devant ces oraisons funèbres? C'est pour l'orateur chrétien que ces paroles d'un roi semblent avoir été écrites. L'or et les perles sont assez communs, mais les lèvres savantes sont un vase rare et sans prix. Sans cesse occupé du tombeau, et comme penché sur les gouffres d'une autre vie, Bossuet aime à laisser tomber de sa bouche ces grands mots de temps et de mort qui retentissent dans les abîmes silencieux de l'éternité. Il se plonge, il se noie dans des tristesses incroyables, dans d'inconcevables douleurs. Les cœurs, après plus d'un siècle, retentissent encore du fameux cri « Madame se meurt, Madame est morte ». Jamais les rois ont-ils reçu de pareilles leçons? Jamais la philosophie s'exprima-t-elle avec autant d'indépendance? Le diadème n'est rien aux yeux de l'orateur. Par lui, le pauvre est égalé au monarque, et le potentat le plus absolu du globe est obligé de s'entendre dire, devant des milliers de témoins, que ses grandeurs ne sont que vanité, que sa puissance n'est que songe, et qu'il n'est lui-même que poussière. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu à propos de Bossuet et de la biographie écrite par Joël Schmitt. Si on doit se risquer un petit commentaire sur cet ouvrage, c'est un ouvrage, bon, c'est une biographie, donc on s'intéresse au moment de la vie du personnage central qui est Bossuet sur ce coup-là. Et ce que je voulais rappeler, j'espère que vous l'aurez compris en écoutant ce podcast, Bossuet c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans l'histoire de France, c'est vraiment parmi les plus hauts intellectuels, des gens qui, travailleurs, avec comment dire, une acceptation de la position, mais sans matérialisme, une dimension sociale marquée, voilà, une vie complète dévouée à sa tâche. Donc vraiment quelqu'un qui mérite qu'on parle de lui, qu'on rappelle qu'il existe, qu'on rappelle ses prises de position, ses explications. C'est quelqu'un qui fait honneur à l'Église catholique, à l'Église de France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit pas du tout, nulle part. On préfère nous faire étudier des romans étrangers, des auteurs étrangers, des philosophes étrangers, alors qu'en France, on a des gens d'un niveau incroyablement exceptionnel. Ce monsieur en fait partie, il est internationalement connu à son époque et même après, à la postérité, lui rendra hommage. Et c'est vrai qu'il est victime de cette cancel culture que je qualifierais de républicaine, qui a tendance à effacer un petit peu tout ce qui est catholique en France, même quand c'est non seulement pas mérité, mais en plus au détriment même de notre patrimoine français. Donc je tenais à travers ce podcast à en mettre une pour JB Bossuet. On était le 30 août, 14h30. Je vous embrasse fort. Tenez bon, gardez la tête froide. N'ayez pas peur d'aller voir des livres d'il y a longtemps. Ça fait toujours plaisir. Un gros bisou.